demander à notre collègue Mme Massino-Diallo de faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Dali Philippe. Présent. Alachkov Yvon. Présent. Kopi Katia. Sujol Marc, absente, excusé. Mandat Alachkov Yvon. Gartner Annick. Présent. Sarva Patrick. Présent. Renaud Françoise. Carbonel Serge. Simonet Geneviève. Assayac Sabrina. Simonin Jackie. Trotté Chantal, absent excusé, mandat Kopi Katia. Edine Jean-Marc, absent excusé, mandat Nonot Johan. Nonot Johan. Présent. Diallo Mamadou Massinanké, présent. Lepage Anne-Marie. Oued Thérèse. Bergeau Martine. Sonski Brigitte. Corne Patricia. Martin Nicolas. Présent. Chabot Patricia. Konabadi Xavier. Prunion Mélanie, absente excusée, mandat Diallo Mamadou Massinanké. Lodvoile Catherine, absente excusée, mandat Mehdi Anissa. Mehdi Anissa. Jundia Cédric, absent excusé, mandat Gartner Annick. Ganès Kamel. Delang Lyonnais. Pardonnez-moi, j'ai sauté une élue. Guillois Astrid, absente excusée, mandat Delang Lyonnais. Delang Lyonnais. Petrella Julie. Denis Bernard. Schleck Jean-François. Calizir Sandrine, absente excusée, mandat Denis Bernard. Lebar Geny, absente excusée. Je n'ai pas de mandat. C'est terminé, monsieur le maire. Merci, le quorum est atteint, nous pouvons valablement délibérer. Vous avez reçu l'ordre du jour, il appelle les points 1 à 29. Je vous informe dorénavant que nous allons retirer le point 20, j'y reviendrai. Nous avons un petit différend avec la trésorerie de Bondy sur ce bien vacances en maître, en tous les cas supposé comme tel. Nous avons des vérifications à faire. Voilà, le premier point à l'ordre du jour concerne l'élection des représentants du conseil municipal, titulaires et suppléants à la commission d'appel d'offres. Il s'agit, toujours suite au décès de Christine Gauthier, de revenir sur la composition de cette commission. Et donc, nous vous proposons comme membres titulaires Mme Sabrina Assayac, M. Marc Sujol, M. Patrick Sardin, M. Johan Nonot, M. Bernard Denis, et en suppléant M. Yvon Alachkov, M. Jacques Simonin, Mme Martine Bergeau, M. Nicolas Martin et Mme Génie Lebar. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Je vous remercie. Adopté. De la même manière, il s'agit de désigner les représentants du conseil municipal titulaires et suppléants à la commission de délégation des services publics. Et nous vous proposons en membres titulaires M. Johan Nonot, M. Marc Sujol, M. Patrick Sardin, M. Bernard Denis, Mme Sabrina Assayac, et en supplément M. Kamel Ganès, M. Cédric Ginjam, Mme Sandrine Calizir, Mme Chantal Trotté, et Mme Thérèse Ouet. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? À l'unanimité. Adopté. Nous devons ensuite désigner les représentants du conseil municipal à la commission départementale de sécurité routière. Et nous vous proposons en titulaire messieurs Yvon Alachkov et Marc Sujol, et en suppléant Mme Chantal Trotté, M. Mamadou Massinanké Diallo. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? 2 abstentions ou 3 abstentions. Adoptées. Nous en venons maintenant à l'examen du budget supplémentaire pour l'année 2023 et je m'empresse de céder la parole à notre collègue Serge Carvalho. Merci, monsieur le maire. Bon, bien, mes chers collègues, une brève présentation de ce BS 2023 pour mettre en exergue quelques points. Bon, le total du budget dépasse les 10,7 millions. Lors du vote du budget primitif 2023, nous avions inscrit un emprunt d'équilibre de 1 317 197 €. Comme nous l'avions évoqué alors, cet emprunt d'équilibre est annulé sur ce BS. L'exercice 2023 sera donc réalisé sans emprunt.
Juste pour rappel, l'endettement global de la ville est limité à 9 673 000 au jour d'aujourd'hui, et à la fin de l'année, il sera de 8 389 000, ce qui est largement positif. Autre point à souligner, les dépenses d'investissement, d'équipement, donc, progressent de plus de 2 millions d'euros, ce qui est à souligner. Nous avons pu équilibrer ce budget malgré un contexte d'inflation que vous connaissez, très lourd, gaz, électricité, denrées alimentaires, bref, quasiment dans tous les domaines. Les coûts augmentent. Nous avons équilibré grâce à un excédent de l'exercice 2022 de 2,4 millions, de plus de 2,4 millions et des recettes supplémentaires que nous verrons dans un instant. Enfin, il est à souligner que les dépenses de fonctionnement évaluées au BP, en tenant compte de l'inflation dont j'ai énuméré les répercussions, progressent au BS de moins de 1%, preuve d'une estimation fine des dépenses au BP et d'un suivi rigoureux des dépenses de fonctionnement. Je vous propose d'examiner le document, page 5. La vue générale du budget, dépenses de fonctionnement 2 719 912,18, investissement 2 036 290, plus les restes à réaliser 6 032 044,31, ce qui fait un total en additionnant le tout de 10 788 246,49. Quant aux recettes de fonctionnement 294 426, excédent 2 425 486,18. Les recettes d'investissement 3 984 688,15, plus les restes à réaliser de recettes 3 416 994,94. En additionnant le tout, on arrive aux 10 788 246,49, l'équilibre du budget. Je vous propose d'aller page 6 pour examiner les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement, ce qui est l'essentiel. Le budget précédent, le BP, 33 953 139, proposition de dépenses nouvelles, 519 295,18, ce qui fait 1,5%, mais vous verrez que dans ces 1,5%, il y a 200 000 de provisionnés pour éventuellement les pénalités concernant la loi SRU, ce qui revient en dépenses réelles supplémentaires à 0,9% en fonctionnement. C'est à souligner parce que c'est extrêmement rare. Recettes de fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement sur 35 632 056, 276 976 de recettes supplémentaires, soit plus 0,78%. Quant aux dépenses d'investissement, les dépenses d'équipement, budget primitif 3 537 529, proposition nouvelle 2 018 840, ce qui est assez important, ce qui fait plus 57%. Quant aux recettes d'investissement, les recettes toujours d'équipement, sur 1 439 027, proposition nouvelle, moins 340 117, ce qui représente moins 23%, mais évidemment, avec le virement et l'excédent, tout cela s'équilibre. Je vous propose d'aller à la page 11 pour commencer à regarder le détail. Le 011, charge à caractère général. Budget précédent, 8 900 et quelques. Proposition nouvelle, 127,30 euros. 127 130 euros, plus 1,42%. Alors, quelques points. Par exemple, au 60 628, moins 5002. Ça concerne le CMS et hélas, on dépense moins de prothèses dans la mesure où il y a un problème d'effectif de dentistes. Au 60 636, vêtements de travail, moins 5100, c'est tout simplement des postes qui sont à pourvoir pour la police municipale et en l'absence de nouveaux candidats, il n'y a pas lieu de les habiller. Ensuite, vous avez au
Au 615 221, 13 000 euros. Entretien pour les chaudières, un petit complément. Ensuite, vous avez au 615 231 et 615 232, 10 000 euros sur chaque ligne. C'est un complément, et notamment pour l'éclairage public. Un chiffre un peu important, au 61 555, matériel roulant, 27 290, c'est tout simplement des réparations pour les véhicules. Ensuite, au 61,56, maintenance, 24 893 euros. Vous avez 11 000 pour l'informatique, les logiciels, 8 500 pour du matériel pour les restaurants communaux et 400 euros pour la réparation d'un cartex. On tourne la page. Au 61,88, autres frais divers, 9 390, il s'agit de prestations pour l'informatique et notamment un changement de serveur. Au 62,26, honoraires, une somme un peu plus conséquente, 22 160, c'est tout simplement les frais d'agence suite à l'achat du 4 avenue Victor Hugo. Voilà ce que l'on peut dire principalement sur ce chapitre et des quelques chiffres un peu significatifs. Alors, des questions sur ce chapitre 11. Monsieur Schleck. Oui, merci Monsieur le maire. Sur le poste qui regroupe les dépenses d'énergie, gaz et électricité, donc dans le budget primitif, il y a une augmentation très importante qui a été prévue puisqu'on est à 3 114 382 euros. L'année précédente, on était à 1 343 000. Est-ce qu'on sait à ce moment de l'année, est-ce qu'on a une idée des factures qui sont arrivées, de la progression de cette dépense éventuelle à ce moment de l'année? Parce que si on fait une estimation, on devrait être à peu près à 2 200 000 à ce moment de l'année. Est-ce qu'on a un repère ou pas? Est-ce qu'on attend la fin de l'année pour le savoir? On n'attend pas la fin de l'année, on reçoit les factures au fur et à mesure où le CIPREC nous les envoie, les fournisseurs nous les envoient. Maintenant, de deux choses l'une, soit que l'hiver continue à être en retard, et ça sera une bonne nouvelle parmi ces très mauvaises nouvelles en matière de coût de l'énergie. Voilà, nous sommes le 9 octobre, il fait 25 ou 26 degrés. Alors que d'habitude, on a déjà allumé le gaz, le chauffage dans tous les bâtiments publics, et certaines années, parfois même avant le 1er octobre. Donc là, nous verrons à la fin de la semaine, mais on a déjà gagné quelques semaines de répit. Donc voilà, on peut espérer, si effectivement, je ne sais pas s'il faut le souhaiter pour le climat, mais en tous les cas c'est ainsi, si effectivement on avait un hiver doux, on peut espérer être en dessous de l'inscription du budget primitif. Mais c'est encore bien trop tôt pour vous le dire. Nous le saurons uniquement au mois de décembre. Parce que ça va très vite, la consommation, si on est confronté à des hivers. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais au moment du vote du budget primitif, ça devient très difficile d'estimer la dépense. Parce qu'entre un hiver doux et un hiver froid, précédemment, l'écart, c'était 100 ou 150 000 euros à la fin de l'année. Là, l'écart, il peut être de 300 000 ou 400 000 euros à la fin de l'année. C'est là la difficulté et la marge d'erreur est devenue beaucoup plus importante. Voilà. Or, 300 ou 400 000 euros pour un budget comme le nôtre, c'est quelque chose de très conséquent. Donc, nous verrons à la fin de l'année ce qu'il en est. On peut espérer, au vu de ce début d'automne, qu'effectivement nous serons en dessous. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le prix du gaz ou le prix de l'électricité, c'est lié aux conditions climatiques. L'estimation avait été faite sur une consommation normale avec un prix du mégawattheure qui était celui du contrat. Et avec une marge, parce que l'hiver de l'année précédente n'avait pas été un hiver rigoureux. Voilà. Donc chaque année, au moment du budget primitif, nous serons obligés, non pas de choisir l'option la plus haute, en se disant l'hiver va être très froid, mais on ne peut pas non plus choisir l'option la plus basse et se baser sur une année précédente qui serait
particulièrement clémente. Voilà, ça devient compliqué. En tous les cas, l'impact budgétaire peut être très important. Mais en tous les cas, il n'y a pas de doute, le prix du gaz a bien explosé, le prix de l'électricité aussi. Et juste pour mémoire, en 2022, jusqu'au 31, on payait 16 € le mégawattheure et il est passé à 125 € le mégawattheure. Ce qui explique la somme que vous avez donnée, l'inscription au PIB. Voilà. Donc sur ce chapitre 11, pas d'autre, toujours une autre, M. Dany. Oui, je poursuis. Oui, vous avez un questionnement sur le chapitre qui concerne les catalogues et imprimés. Il y a une baisse de 4 000 €. Il nous a été expliqué en commission que c'était dû à une baisse de pagination de certains numéros du pavillon info. On a un peu l'impression que le nombre de pages avait été diminué. Notre question porte sur la plaquette qui concerne la PJC. Nous n'avons pas eu l'impression que cette année, une plaquette a été élaborée pour la PJC. Est-ce qu'on l'a manqué? Mais elles ne sont jamais élaborées pour la PJC, M. Schleck. Ah, excusez-moi, je croyais que c'était dans Vous vous trompez. Vous vous trompez. Et pour ce qui est de la pagination du magazine, ça ne marche pas par page, ça marche par 4 pages. Et en fonction des numéros et de l'actualité, vous pouvez avoir 4 pages de plus, 4 pages de moins. Parce qu'un magazine, ça fonctionne par 4 pages. Et c'est vrai que si l'actualité, entre guillemets, nous impose d'avoir des magazines plus conséquents, vous aurez une différence par rapport à l'année précédente. Voilà, donc les 4 000 € sur le total, honnêtement, je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant là-dessus. Voilà. Non, ce qui était étonnant, la question tournait autour de la plaquette de la PJC, parce que nous avions cru l'avoir comprise dans un envoi groupé les années précédentes. Oui, bien sûr, mais pas cette année. Mais pas cette année. Non. D'accord, on peut savoir pour quelle raison? Vous demanderez au président de la PJC, lui, il le sait. Voilà, écoutez, on chargera de lui poser la question, parce qu'on ne peut pas avoir de réponse en séance, ce qui est un peu particulier. Merci pour votre réponse. Non, très bien, vous pouvez avoir une réponse. Vous lirez l'édito qui avait été choisi par le nouveau bureau de la PJC, et vous me direz après s'il n'y a pas certaines choses qui vous ont choqué. Voilà, moi j'ai considéré qu'il y avait effectivement des propos qui étaient tenus, enfin très maladroits, et à partir de ce moment-là, il n'était pas question d'assumer en parallèle de la distribution du guide de rentrée et de la plaquette culture de la PJC, la distribution d'un magazine. On s'en est expliqué après avec les responsables de la PJC, donc le débat est clos. Mais à partir du moment où dans un édito, il est écrit noir sur blanc que, il est utilisé des termes comme politique, vous lirez, je vous renvoie à cet édito. Ouais. Je me suis dit tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle orientation de la PJC? Bon, je vois que vous ne l'avez pas lu, puisque vous avez l'air d'être surpris, mais je m'en suis entretenu avec le bureau de la PJC et son directeur. Je pense que les choses ont été recadrées et que, voilà, l'incident est clos. Comme vous le savez, nous ne siégeons pas. Oui, merci. Comme vous le savez, nous ne siégeons pas au conseil d'administration de la PJC. On en a parlé lors du dernier conseil municipal, puisque malheureusement, les statuts de cette association font qu'il n'y a que 2 représentants du conseil municipal. Et vous nous avez expliqué que ces deux représentants étaient des membres de la majorité, ce qu'on peut comprendre, un titulaire, un suppléant. Mais néanmoins, c'est peut-être l'occasion de dire, peut-être le dirons-nous d'ailleurs au président de la PJC, peut-être de proposer une modification de ces statuts pour qu'on puisse siéger à ce conseil d'administration et avoir toutes les informations. Mais le conseil d'administration n'était pas informé, je vous le dis, je vous ai parlé du bureau. Voilà, donc les membres du conseil d'administration de la majorité n'étaient pas plus informés du contenu de cet édito que d'autres. Voilà. Et pour nous, ça a été une surprise en plein mois de juillet de découvrir un édito qui, à mon avis, s'égarait par rapport aux objectifs de l'association. Je pense qu'il y a... vous le lirez, je vous invite à le lire et puis vous verrez s'il y a des choses qui vous semblent étonnantes ou pas. Je pense que les associations de la ville sont des associations, elles ont un but, il y a une convention d'objectifs et de moyens avec la ville. Très bien, si on reste dedans, ça ne pose pas de problème. À partir du moment où dans un édito, on commence à parler de politique ou d'organiser des débats pour savoir si la société est suffisamment égalitaire ou pas, entre autres, je
pas les termes exacts en tête, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle orientation de la PJC? Voilà. Donc, ne pouvant joindre personne fin juillet, puisque nous avons reçu le document fin juillet, nous avons décidé de ne pas le distribuer conjointement avec le magazine de rentrée de la ville, tout simplement parce que je ne voulais pas avoir l'air de cautionner ce qui était écrit avant de m'en être entretenu avant les responsables du bureau. Voilà, donc ils nous ont répondu, enfin ils m'ont répondu que c'était peut-être une expression maladroite qui prêtait à confusion, donc ce que j'ai entendu, dont acte, et on a fermé cette parenthèse. Mais ceci dit, la plaquette de la PJC a toujours été rédigée par la PJC, tout comme celle de l'Espace des Arts. Hein. La ville ne s'immisce pas dans la réaction de leur plaquette, heureusement d'ailleurs. Voilà. Aïssa Mehdi voulait prendre la parole. Je voulais juste te dire que la distribution elle avait eu lieu et que les plaquettes sont mises à disposition de la PJC à l'accueil, vous pouvez y aller. Il y a des commissions dans l'année, elles sont publiques, vous pouvez aussi y aller pour vous informer. Et là, c'est une assemblée générale qui a lieu tous les ans, mi-juin, dans laquelle tous les pavillonnais sont conviés. Donc c'est ouvert au-delà du conseil d'administration, si vous souhaitez vous informer de ce qui s'y passe. Merci. Alors on revient au chapitre 11. Pas d'autres questions. Je mets au voie le chapitre 11. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Le chapitre 12, les dépenses de personnel. Budget primitif 20 651 481 ont diminué de 84 139 €, ce qui fait moins 0,40%. Tout simplement, eh bien, nous avions projeté certaines embauches et il est quasi certain que d'ici la fin de l'année, un certain nombre ne seront pas pourvus. Donc, nous diminuons très légèrement ce budget, tout en ayant une petite marge de sécurité, bien évidemment. Des questions, M. Denis? Oui, c'est juste une simple remarque. Bon, je regrette quand même qu'on n'ait pas suffisamment d'auxiliaires puéricultrices dans les crèches. Oui, Vous aussi, mais moi aussi, je peux le dire. Dans le sens où, du coup, il y a des places vacantes, des places qui ne sont pas occupées par les enfants, des berceaux qui ne sont pas occupés par les enfants. Je trouve ça quand même dommageable parce que je pense qu'il y a des familles pour lesquelles cette situation doit être compliquée à gérer. Et puis pour les policiers municipaux, on peut aussi le regretter parce que je ne ferai pas état de ma situation où j'ai été agressée avec mon épouse vendredi. Mais pour autant, je vous dis qu'il y a quand même une certaine insécurité, pas un sentiment d'insécurité, une insécurité sur certains points de la ville. Mon épouse et moi, on en avons été victimes vendredi. Donc je trouve que c'est dommage qu'on ne parvienne pas à recruter davantage de policiers municipaux. Un dernier point, dans la liste des postes vacants que vous cherchez à combler dans le bulletin municipal, il n'apparaît plus le manager centre-ville, alors qu'il me semblait que vous vous teniez à ce poste. D'abord sur les auxiliaires de puère, écoutez, je pense que le président du conseil départemental qui gère les crèches départementales est dans la même situation que nous, comme toutes les communes de France et de Navarre. Malheureusement, je n'y peux rien, vous n'y pouvez rien, si ce n'est effectivement le regretter. Je dois quand même vous dire que depuis l'été, nous avons réussi à recruter un certain nombre d'auxiliaires, ce qui fait que le nombre de places qui n'ont pas pu être attribuées a été réduit par rapport à ce qu'on avait craint à un moment au printemps. Sur les policiers municipaux, c'est la même chose. On était monté à 19, on est retombé à 14. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, si vous avez le moyen de faire en sorte que la ville recrute plus de policiers municipaux, eh bien, vous nous donnerez la formule. Moi, je ne l'ai pas. Et en tous les cas, il n'y a pas de formule magique. Et ça n'est pas faute d'avoir revalorisé les conditions salariales des policiers municipaux de la ville. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, ils sont très largement dans la moyenne de ce qui se fait alentour, ce qui devrait probablement nous permettre de recruter plus facilement que précédemment, mais encore faut-il qu'il y ait des candidats. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas plus de concours ouverts et de gens qui passeront le concours, on restera dans cette situation un peu compliquée. Et le manager de centre-ville, c'est un poste que nous avons mis entre parenthèses pour des questions budgétaires aujourd'hui. Voilà.
et nous verrons à l'avenir ce qu'il en est. On parlera du budget 2024, on pourra en dire 2 mots. Les choses ne se présentent pas sous les meilleurs auspices pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on reviendra. Voilà, je mets au voix. Non, c'est bon. Chapitre 12, je mets au voix. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté. Le chapitre 65, les autres charges de gestion courante. Non, pardon. Donc, 014, l'atténuation de produits. 200 000 euros. Alors, vous savez, les communes concernées par la loi SRU, celles qui ne disposent pas de 20 à 25% de logements sociaux, peuvent être carencées. Nous atteignons la 7e période triennale 2020-2022. L'objectif imposé à la commune était de 374 logements. Et au regard du foncier disponible, c'est tout à fait hors d'être atteint. Donc le carencement est fort possible, et même quasi certain. Donc nous inscrivons cette somme pour, en quelque sorte, faire une provision pour l'avenir. Ça peut être payé, le carencement peut s'effectuer d'ici la fin de l'année, ce n'est pas une certitude, mais voilà, nous l'inscrivons. Ce qui est une certitude, si la décision sera prise. Par contre, elle peut être prise en décembre, relativement tard. Voilà, et payé en Donc, il 24. est très probable que nous n'utiliserons pas ces 200 000 euros inscrits en 2023. Encore faudrait-il que tout ça se limite à 200 000 euros. Ce qui n'est pas sûr. Ce qui n'est pas sûr du tout. Et je vous invite à vous reporter au discours du nouveau ministre du Logement, parce que bien sûr, tout nouveau ministre du Logement s'installant fustige les maires qui ne construisent pas assez de logements sociaux. Et donc je pense que après quelques mois dans le poste, il ne va certainement pas être enclin à regarder les dossiers avec la volonté de, comment dire, d'être le plus juste possible. On va dire les choses comme ça. Voilà. On peut toujours l'espérer, hein. Mais franchement, je suis un peu inquiet, je dois vous le dire. Donc 200 000 euros, on peut espérer que ça se limite à cela. Enfin, ce qui fera 200 000 plus 200 000, hein, puisque le premier élément c'est 200 000, la pénalité c'est 200 000, on serait à 400, mais ça peut aller de 200 000 à 1 million d'euros la pénalité. Voilà, donc cette fois-ci nous y sommes, nous inscrivons 200 000, nous verrons. Pas de questions, je mets au voix ce chapitre. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Le chapitre 65, autre charge de gestion courante. Budget primitif 3 168 246, proposition nouvelle 95 158, soit plus 3%. Alors, en chiffres significatifs, au 65 18 24 799, eh bien, c'est tout simplement pour l'informatique. Vous savez qu'il y a de plus en plus de piratage des données. Plusieurs villes ont été, hélas, victimes. Donc, il s'agit de l'externalisation d'un logiciel Cyril auprès d'un cloud afin de protéger nos données au cas où. C'est quasiment indispensable. Au 65-42, créance éteinte, bon, ça c'est classique, nous verrons la délibération ultérieurement. Et au 657-362, le CCAS, on ajoute 20 000 euros. C'est notamment pour le service de maintien à domicile. Il est nécessaire d'ajouter un petit peu plus d'argent pour le poste personnel. Voilà le significatif sur ce chapitre. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Adopté. Le chapitre 67, les charges exceptionnelles. Oui, mais alors comme son nom l'indique, hein, c'est exceptionnel, donc pas de pourcentage. Budget précédent 179 630. Proposition 180 147. Alors, deux sommes significatives. Au 67-18, il s'agit de 145 397.
C'est tout simplement une remise gracieuse suite à la mise en DB des comptables. C'est une affaire qui traîne depuis quelques années, depuis 2 ans je crois, de mémoire. Cette remise gracieuse, on a eu un titre de recette et maintenant, bien évidemment, puisqu'il y a annulation et qu'il y a remise gracieuse, eh bien, nous sortons cette somme qui représente 145 397 €. Ensuite, vous avez des titres annulés pour 30 000 €. C'est notamment des titres sur le CMS qui datent d'un certain temps. Et au 6745, 5 750, il y a 1 750 de subvention pour la 22e semaine de la photo et 4 000 € qu'on a voté au dernier conseil en subvention pour le désastre du Maroc, du tremblement de terre. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Adopté. Alors, à la page suivante, le virement à la section d'investissement, chapitre 23. 2 199 217. Donc ça, on prend acte, hein, mais il faut voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est mécanique, hein, le virement. Allez. Au 042, les opérations d'ordre et de transfert entre sections, 1 400 €. C'est la constitution d'une provision pour des entreprises en liquidation. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Adopté. Alors, je vous propose de passer à la page 17. Nous allons examiner les recettes. On commence par le chapitre 13, atténuation de charges. Budget précédent, 87 900. Proposition nouvelle, 26 150, soit 29,75 de plus. À vrai dire, au 64,19. Remboursement sur rémunération du personnel, 26 150. C'est tout simplement le remboursement des maladies concernant le personnel non titulaire. Il est difficile de savoir en début d'année combien de personnes seront malades. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Adopter le chapitre 70, produits de services du domaine et ventes diverses. Budget primitif, 3 349 595. Proposition nouvelle, 71 994, soit plus 2,15. De significatif, c'est le 70-66, moins 40 000 €. Il y a moins 10 000 pour le CMS, hélas. La fréquentation du CMS s'amenuise de mois en mois. Et moins 30 000 € pour les crèches, dans la mesure où, ce qu'on a vu tout à l'heure, pas suffisamment d'agences qui ne permettent pas d'accueillir autant d'enfants que l'on souhaite, donc un peu moins de recettes. Des questions? Monsieur Denis? Oui, à plusieurs reprises, on a parlé du... Oula, je casse le matériel, alors ça fait aller. À plusieurs reprises, on parlait du CMS, enfin, vous avez parlé du CMS. Je pense que ce serait peut-être intéressant que la commission santé se réunisse, ce qui n'a pas été très fréquent depuis le début de cette mandature. Et le thème pourrait en être un point sur le CMS, sa fréquentation, les intervenants, le budget. Je pense que c'est peut-être intéressant qu'il y ait des échanges sur le CMS en commission. Écoutez, nous transmettrons aux élus en charge. Je peux vous dire que nous venons de signer un contrat avec un médecin généraliste supplémentaire et qu'il y en a potentiellement un deuxième qui pourrait venir assumer les vacations. En tous les cas, c'est la dernière information en ma possession. D'autres questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté. Impôts et taxes, au chapitre 73, à la page 18. Budget primitif, 26 579 308. Recettes supplémentaires, 139 616, qui fait plus 0,53%. Alors, au 73 111, impôts directs locaux,
plus 151 461, c'est suite aux notifications de l'État, hein, ça concerne bien évidemment la taxe foncière. Au 73 18, impôt 10 109 €, c'est un rôle supplémentaire de taxe foncière comme on a chaque année. Hein. Ensuite, au 73 212, dotation de solidarité communautaire, versée par la MGP, 143 388 €. Et au 73 222, le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, 74 658 €. Je vous rappelle, c'est un fonds où les communes riches donnent un pourcentage aux communes qui le sont moins. Et comme par hasard, c'est notre cas. Au 73-51, il y a la taxe sur la finale sur l'électricité, moins 140 000 €. Là, c'est plutôt un peu gênant puisque habituellement, nous touchions 380 000 € et on nous a notifié cette somme en diminution de 140 000 € que l'on ne s'explique pas du tout. Le CIGEP de son côté et le CIPEREC de l'autre ont contacté la FNCCR pour faire le point là-dessus, car c'est très étonnant, les consommations n'ont pas baissé, donc on devrait toucher au moins l'équivalent. Et nous sommes en attente d'une réponse. Oui, et dernier point important, oui, par la somme, au 73-81, la taxe des droits de mutation, hélas, on est obligé de la diminuer de 100 000 €. Je vous rappelle qu'on a touché jusqu'à 1,3 million. L'année dernière, on l'avait baissé à 1 million. Et là, on est obligé de... Hein, au BP. Au BP, oui. L'année dernière. Ah oui, pardon. Au BP, 1 million. Et là, visiblement, au résultat actuel, on est à 600 et quelques mille. Le million est difficilement envisageable. Donc, par précaution, on diminue de 100 000 €. Et ça risque de ne pas s'améliorer dans le temps. Voilà, je me souviens qu'au moment du vote du BP, certains s'interrogeaient sur le fait que nous étions trop pessimistes en matière de droit de mutation et de crise de l'immobilier. Ben, écoutez, mes chers collègues, vous aurez la démonstration que pessimiste, parfois, on n'est pas assez, puisqu'on était à 1,3 million l'an dernier de recettes, on va tomber à 900 000 €, et il est très probable qu'en 2024, il ne faille pas inscrire plus de 600 000 € pour espérer être dans la cible, ce qui veut dire que en les 2 exercices budgétaires, nous perdrions 700 000 € par an. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Et la taxe sur l'électricité, alors là, je veux toujours croire que quelque chose se cache sous le chiffre qui nous a été annoncé. J'ai vérifié, dans les 10 dernières années, la ville a perçu en moyenne 340 000 350 000 €. Là, on nous en annonce 220. On ne sait pas nous expliquer pourquoi. J'espère que tout cela n'est qu'une erreur et surtout j'espère qu'à partir de l'année prochaine, nous retrouverons ce niveau d'environ 340 000 350 000 € parce que sinon ça serait une mauvaise nouvelle supplémentaire et nous en avons déjà suffisamment comme ça concernant le budget des communes. Des questions? Oui, je voudrais ajouter quelque chose concernant cette taxe sur la consommation finale d'électricité. Initialement, c'était les syndicats qui vérifiaient auprès des différents fournisseurs d'électricité, qui sont nombreux, hein, puisqu'il ne s'agit pas que de la ville, mais de l'ensemble des pavillonnés. Et ensuite, c'était les syndicats qui distribuaient en fonction des consommations, après vérification. La règle du jeu, l'État l'a changé, c'est lui qui collecte. Il redonne l'argent aux syndicats pour que les syndicats, pas que les syndicats distribuent l'argent. Simplement, il manque au pot. Alors, pas de procès d'intention, on attend la réponse. Voilà. Souhaitons que les électrons ne s'évaporent pas entre Bercy et les caisses de la commune. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient?
Adopté. 74, dotation, subventions et participations. Budget primitif 4 825 755. Proposition nouvelle 32 154, soit plus 0,67%. Alors là, nous vivons une grande première. Au 74-11, la dotation globale de fonctionnement augmente de 1 168 €. Vous voyez, nous sommes loin de régler nos problèmes avec la DGF. Enfin, pour une fois, elle augmente. D'habitude, c'est l'effet contraire, on perd. La dotation de solidarité urbaine, la DSU, un petit ajustement, on a eu la notification, 6 476 €. Et au 74-78, autres organismes, 14 234, c'est un ajustement de la prestation de services pour les crèches et centres de loisirs. Voilà ce que l'on peut dire sur ce chapitre. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Merci. Adopté. 75, autres produits de gestion courante. 6 700, c'est tout simplement les revenus des immeubles, une petite régularisation des loyers. Par la ville sur son patrimoine, évidemment. Des questions? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Chapitre 76, produits financiers. Il n'y a rien. 77, produits exceptionnels. Oui, en effet, 362 €. Alors, vous avez au 77-11 dédié et pénalités perçues, 12 000 €. C'est tout simplement les pénalités que l'on applique, et la loi nous y oblige, sur le marché des entreprises qui ne respectent pas le cahier des charges. Des questions? C'est bon, ça? Oui. Pas de questions. Qui vote pour? Adopté. Le 042. Alors, le 042, au 042, ah oui, transfert les opérations d'ordre, 17 450, c'est suite aux liquidations d'entreprises. Les 17 450, ils les ont payés, au passage. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? C'est adopté. On va pouvoir passer à la partie investissement. 22, chapitre 20, les immobilisations incorporelles. Budget primitif 274 000, proposition nouvelle 465 948, soit plus 170%. Au 20-31, frais d'études 25 268 qui se répartissent. Il y a 15 000 pour le diagnostic amiante de différents bâtiments et 10 000 pour le bâtiment de la Croix-Rouge. Voilà. Ensuite, au 20-88, 440 680. Alors là, il s'agit d'acquisition de fonds de commerce. Ils sont de mémoire au nombre de 3. On a mis une enveloppe de 230 000 € en fonction des négociations. Cela sera affiné. Ensuite, vous avez 210 000 pour la vidéo, l'extension de la fibre pour les nouvelles caméras. Voilà ce que l'on peut dire sur ce chapitre. Voilà, donc j'en profite pour redire, parce que je lis tout, n'importe quoi, le contraire de tout à certains endroits. Nous ne raserons pas les locaux de la Croix-Rouge. Nous allons faire les travaux qui nous ont été demandés et la Croix-Rouge réintégrera ces locaux. Voilà, je ferme cette parenthèse pour tordre le cou aux canards que certains s'amusent à faire voler. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Qui vote contre? Adopté. Subvention équipement versé, il n'y en a pas. Au chapitre 204, au chapitre 21, les immobilisations corporelles. Budget primitif 2 799 949, proposition nouvelle 1 480 892, soit plus 52%. Alors, deux lignes importantes, au 21-32, immeuble de rapport, ça s'appelle comme ça, 795 380, c'est l'acquisition des murs de l'agence immobilière au 4 avenue Victor Hugo, pour 77 000 et quelques.
300 000 pour le 2 Henri Barbus et 355 000 pour le pavillon et hangar toujours au 4 avenue Victor Hugo. Et à ça, on ajoute 43 000 pour les frais de notaire. Ensuite, au 2135, agencement, aménagement, vous en avez pour 160 772. Alors là, vous avez des plus et des moins. Les plus, 245 000 pour l'aménagement de la mairie annexe pour la police municipale, comprenant le blindage des fenêtres. Pour faire un peu d'historique, les fenêtres du rez-de-chaussée où est installée la police municipale, à l'heure actuelle, les fenêtres sont déjà blindées. La police étant appelée à occuper l'ensemble du bâtiment, il apparaît plus que nécessaire, suite à la nouvelle mode de tir au mortier, de protéger le bâtiment et surtout les agents. Alors, en gain, au 21-35, dans les moins, vous avez 22 000 € pour les travaux de toiture au gymnase Jean Massé. Au tennis couvert, vous avez moins 48 000 €. Concernant le bâtiment sushi et la boucherie, suite au nouvel appel d'offres, on verra, moins 194 000 €. De toute façon, les travaux ne peuvent pas être faits d'ici la fin de l'année. Et un ajustement budgétaire aussi pour les toitures, pour le bâtiment des CTM, pour 23 000 €. Tout simplement, c'est suite à un appel d'offres qui a été plutôt satisfaisant. Des questions, M. Denis? Oui, je pense que vous avez du mal dans les réponses, parce que, en fait, les acquisitions sur Victor Hugo, je pense que vous avez un projet derrière, mais il n'est pas encore évidemment finalisé. Ce projet. Alors, mais c'est bien, c'est de la réserve foncière, on va appeler ça comme ça. Il est bien évident que ça n'est pas avec les petites parcelles dont nous disposons aujourd'hui qu'il est possible d'imaginer ou de parler aujourd'hui d'un projet. Ça n'est plus la même chose à la Bazoche, et j'en profite d'ailleurs là aussi pour tordre le cou à un autre canard. Vous le savez, nous allons faire l'acquisition. Qui est-ce qui s'amuse? Nous allons, j'allais dire, nous allons tordre le cou, mais c'est fait. À un autre canard, nous allons faire l'acquisition des murs. On n'est pas encore passé chez le notaire, mais ça va se faire pour le primeur, ce qui rend la ville propriétaire de l'ensemble, depuis la maison de l'emploi, le coin, jusqu'à la boucherie. Il est bien évident que sur ce périmètre, nous avons un projet dans lequel, enfin, on ne peut pas rentrer dans le détail, puisqu'il n'y a pas de projet sur la table, mais il est clair que la volonté de la ville, c'est d'y implanter ou d'y réimplanter du commerce et du commerce de qualité. Voilà. Alors techniquement, ça va être une situation, enfin un sujet un peu compliqué parce que les parcelles sont très étroites. Il y a des bâtiments anciens, il est à regarder si nous allons pouvoir les rénover, de quelle manière, mais en tout état de cause, sur la totalité de cet ensemble, l'intention de la ville, c'est bien effectivement de pouvoir y installer ou réinstaller dans la durée du commerce de qualité. Point. Voilà. D'ailleurs, je ne vois pas bien ce que quelques municipalités que ce soit pourraient envisager d'autres, mais là aussi, comme j'entends tout n'importe quoi et le contraire de tout, je préfère le redire ici publiquement. Voilà. Toutes ces acquisitions n'ont qu'un but, faire en sorte que nous préservions, autant que faire se peut, le commerce local à la Bazoche et que sur Victor Hugo, on essaye effectivement de redresser la barre par rapport à une situation qui est devenue compliquée. Voilà, donc c'est clair, c'est net, c'est précis. Bon, je comprends bien que certains aiment faire courir des rumeurs, c'est toujours intéressant. En tous les cas, certains le pensent, mais c'est absurde. Voilà. Les intentions de la ville sont claires. Donc je mets au voie ce chapitre 21, qui vote pour. À l'unanimité, on va passer au chapitre 23. Alors tout simplement, 72 000 € pour la rénovation de la voirie de l'allée Émancipation. Des questions? Pas de questions. Alors j'en profite puisqu'on parle de voirie. Bon, chacun a vu ou a lu
ou a vu en passant devant que nous sommes face à un sinistre important, un chantier de construction sur l'avenue Victor Hugo. Ce chantier a des répercussions, bien évidemment, sur l'impasse du même nom, avec des conséquences pour les riverains tout d'abord, qui ont été relogés et qui attendent avec impatience de pouvoir réintégrer leur logement à partir du moment où la voirie aura été stabilisée et où surtout les réseaux d'eau et d'assainissement notamment auront été reconstruits puisque le sinistre a les a gravement endommagés. Pour ce qui est de l'électricité, les choses semblent plus simples puisqu'effectivement il n'y a pas de dégâts apparents. Pour le gaz, il y aura des vérifications à faire. Mais tout cela pour dire qu'il y a déjà une bataille d'experts et d'avocats, bien que les causes du sinistre soient absolument évidentes selon l'expert judiciaire. L'entreprise qui a réalisé les voiles béton autour du trou qui a été creusé pour construire l'immeuble n'a absolument pas, et je le redis suivant les dires de l'expert judiciaire, absolument pas respecté les règles de l'art, ce qui a entraîné sinistre. Alors bien évidemment, tout cela entraînera des dépenses d'avocats supplémentaires, de bureaux d'études supplémentaires, des dépenses de voirie supplémentaires que nous récupérons, alors soit à l'amiable, soit à la suite d'un procès que nous intenterons au promoteur, sachant que le promoteur se retourne de lui-même contre l'entreprise et que tout ça risque de nous emmener relativement loin si jamais un accord à l'amiable n'était pas trouvé. Voilà, donc nous avons considéré que sur le budget 2023 tel qu'il apparaît aujourd'hui, nous avions les marges de manœuvre suffisantes pour assumer ces dépenses supplémentaires. Nous verrons au budget primitif où est-ce que nous en sommes. Pas de questions, je mets au voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Eh bien, vous trouvez à la page 25, trouvez le chapitre 040. 17 450, on a vu tout à l'heure les sommes en recettes de fonctionnement, dans les dépenses. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Ensuite, nous pouvons encore tourner la page 141, il n'y a rien. Et à la page 28 au 13, subvention d'investissement reçue. Voilà, budget primitif 121 830, proposition nouvelle 974 080. Alors, nous avons au 13-11, 22 100, c'est une subvention pour les chariots numériques, c'est l'État qui nous le verse. Bien évidemment, cette somme est inscrite en dépenses. Ensuite, au 13-158, autre groupement, 7678, c'est une subvention de la région pour l'achat des motos pour la police municipale. Et au 13-21, établissements nationaux, 337 452, il y a 300 000 € de dotation du soutien à l'investissement local pour différents travaux dans des bâtiments. La somme globale devait faire à peu près dans les 600 000 €. Donc, grosso modo, quasiment 50% de subvention. Ça, c'est une agréable surprise. Ensuite, au 13-251, 42 733, c'est tout simplement la métropole du Grand Paris qui donne une subvention pour une végétalisation sur la ville. Ensuite, au 13-28, 144 492, c'est une queue de subvention concernant les moussaillons, de la cave, de la construction des moussaillons, et un solde de 44 000 € du CIPEREC pour le changement de l'éclairage en LED. Et les amendes de police. Et en 1342, les amendes de police, le gros du morceau, 419 175, qui est une agréable surprise, mais l'année dernière c'était 503 000. Ça varie terriblement d'une année sur l'autre. Nous prenons acte et c'est pas trop mal. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, une question, une précision sur les chariots numériques, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit.
Il s'agit d'un projet de l'équipe pédagogique de l'école Jules Verne. Donc c'est un appel à projet de l'État. Donc l'école répond. Son projet a été retenu, mais une école n'étant pas une entité juridique comme peut l'être un collège ou un lycée, en fait tout ça transite par le budget de la ville. Donc vous avez la dépense et la recette, c'est neutre pour nous. Nous servons effectivement de boîte budgétaire. Pour ce qui est des amendes de police. Alors, effectivement, bon, c'est moins que l'an dernier, mais c'est quand même une somme non négligeable. Je rappelle, et Serge Carbonel l'a dit, qu'au budget primitif, et c'est une difficulté parce que ça n'était pas le cas dans le passé. Dans le passé, d'une année sur l'autre, on recevait à peu près la même somme. Il s'est trouvé que la loi avait été modifiée il y a quelques années, et une année, non seulement on ne nous avait pas donné d'argent, mais on nous en avait réclamé au préfet de la région Île-de-France, qui devait financer une partie des transports avec cette somme. Donc voilà pourquoi maintenant nous sommes obligés d'attendre la notification de la somme par prudence. Parce que imaginez que nous inscrivions 200 ou 300 000 € en recettes, pour nous entendre dire après calcul que finalement c'est zéro, ou même pire que cela, une somme négative, c'est très compliqué. Et c'est une difficulté supplémentaire. Alors là, entre guillemets, ça se termine bien, un peu moins bien que l'an dernier, mais pour autant, nous sommes toujours dans le brouillard. Et je le redis, ce ne sont pas les amendes de police que distribue la police municipale ou les agences de surveillance de République. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est une partie des amendes, notamment les amendes routières, que vous percevez si vous roulez trop vite, par exemple. Les radars. Vous payez vos amendes à l'État, et l'État redistribue une partie aux collectivités locales. Et d'une année sur l'autre, il peut décider de prélever une partie de l'enveloppe pour financer telle ou telle chose, ce qui fait qu'au bout du compte, voilà, il est très difficile de prévoir quelle peut être la recette. Voilà, donc cette année, c'est un peu moins que l'année dernière, mais pour autant, ça n'est pas négligeable. Des questions, Monsieur Denis? Les 42 000 qui sont inscrits au 13, Oui. j'en veux le chiffre, hein. Je ne vais pas vous dire la ligne. 42 733. Voilà, merci. Il faut mettre vos lunettes, Monsieur Denis, faites comme moi. Donc voilà, merci d'avoir eu le chiffre. Vous avez dit que c'était des végétalisations pour la ville, mais je croyais que c'était uniquement Pour la place, pour la place où c'est forfait. Oui, précisément. Je suis un fervent de ce quartier, et donc je le sens bien vérifier. Et donc la place où c'est forfait, ça fait quand même quelques années dont on parle de son aménagement. Donc je me rallie évidemment de cette subvention qui est versée pour son aménagement. Mais est-ce qu'on sait plus ce qu'il en est pour l'aménagement de cette place et sa végétalisation? Enfin, quelques années qu'on parle de son aménagement, enfin, il n'y a pas si longtemps que cela que la place a été complètement réaménagée dans le cadre du débranchement du T4. Quand vous dites quelques années, bon, faut exagérer. Pour autant, je vous ai dit ce qu'il en était. On a saisi le bailleur pour essayer de régler ce qu'il a fait, en partie seulement, dans l'attente de savoir si les fameuses arcades, le dessous des arcades, avaient un caractère public ou privé. Dès le début, je lui ai dit qu'elle devait avoir un caractère privé. Il avait un doute, la vérification a été faite. C'est bien considéré comme un espace privé appartenant à la copropriété. Donc le bailleur, on l'a vu au mois de juin ou juillet, le bailleur se remet sur cette affaire de fermeture de la place, pas de fermeture de la place, de fermeture des arcades. Et donc, une fois qu'on aura un projet, on débattra effectivement de ce que l'on fait des espaces plantés qui sont devant. Voilà, c'est tout. Donc j'attends le retour de 3F sur cette opération. Et aujourd'hui, juridiquement, il n'y a plus d'interrogation sur le caractère public ou privé de ce passage. Il est bien privé, donc il est bien possible de le fermer. Ce que j'espère. Maintenant, les études techniques sont en cours. Il faudra regarder après ce que ça implique en matière de coût. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Le chapitre 16. Emprunts et dettes assimilés. Et là, vous assistez au remboursement de l'emprunt d'équilibre inscrit au budget primitif, soit moins 1 317 197.
Voilà, comme ceux qui avaient écrit, qui doutaient du fait que nous pourrions le faire en fin d'exercice et qui avaient semblé s'émouvoir de l'inscription d'1,3 million d'emprunt, pourront être rassurés. Cet emprunt est annulé. Il est bien évident, mes chers collègues, je pense que c'est la dernière année où nous pourrons annuler un emprunt inscrit au budget primitif, étant donné ce qui se profile en matière budgétaire. Pour autant, inscrire de l'emprunt après un certain nombre d'années où nous avons réussi à ne pas emprunter n'est pas un drame en soi. Il est bien évident que par contre, un objectif, et je le redis, d'emprunt à 14, de dette à 14 ou 15 millions d'euros reste acceptable pour la commune en l'état actuel des choses. Nous verrons ce qu'il en est au moment de l'élaboration du budget primitif. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui une certaine marge de manœuvre en matière d'endettement. Nous verrons ce qu'il en est au moment du budget primitif en matière d'autofinancement, parce que là, malheureusement, les choses semblent à nouveau se dégrader avec les dernières informations dont nous disposons. Mais bon, c'est un débat que nous aurons au moment du débat d'orientation budgétaire ou au moment du vote du budget. Voilà, donc la dette sera certainement au plus bas depuis toujours. Oui. Enfin, depuis des lustres. Oui. Ouais. Certainement, à la fin de l'exercice, elle sera au plus bas depuis 1995 à coup sûr, et même en remontant dans le temps. Voilà. Ce qui nous donne une marge de manœuvre, mais le niveau de la dette n'est pas le seul critère. Il y a aussi notre capacité de désendettement, et celle-ci, elle se juge à partir de notre autofinancement, et l'autofinancement, quant à lui, vous savez ce qu'il est devenu en 2023. On espérait qu'en 2024, les choses aillent mieux. Eh bien, écoutez, nous enchaînons les mauvaises nouvelles. Donc, rendez-vous à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Voilà. Alors, sur cette inscription budgétaire, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. À la page suivante, le chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves. Budget primitif 1 529 100, proposition nouvelle 2 098 398. Alors vous avez au 10 226 la taxe d'aménagement, on ajoute 150 000 euros. Vous savez, il y a un écart de 12 à 24 mois entre la notification et les sommes perçues. Il est bien certain que dans l'avenir, il risque d'y avoir un certain frein là aussi. Et au 1068, c'est tout simplement l'excédent de 1 948 398,15. Un certain frein à la taxe d'aménagement, je crains que ça ne soit un doux euphémisme. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'opération en matière d'immobilier, puisque quasiment tout s'arrête, il est clair qu'on pourrait très bien retrouver une taxe d'aménagement aux alentours de 100 000 ou 150 000 euros par an, ce qui nous ferait perdre à nouveau 300 000 euros. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans la soirée, 300 000 euros ici, 300 000 euros sur les droits de mutation. On pourrait rajouter, suite à la commission d'appel d'offres, 300 000 euros sur l'alimentation pour les restaurants scolaires. Je vous en dirai un mot à la fin de la séance. Vous voyez que nous sommes déjà autour du million d'euros en moins en 2024. Et ce ne sont pas les dotations de l'État qui augmenteront, elles seront figées. Donc nous devrons assumer la pénalité SRU, 200 000 euros si tout va bien. Donc vous voyez comment se profile l'année 2024 de manière extrêmement difficile. Voilà, chers collègues. Ceci étant dit, on met au voie à ce chapitre 10 qui vote pour. Merci, adopté. Toujours du côté des recettes au 024, comme produit des sessions d'immobilisation. 28 790, il s'agit de la vente d'un vieux véhicule pour 10 000 euros. Et de 25 000 pour une session de bail à Henri Barbuse, un nouveau exploitant, un vétérinaire pour situer l'endroit. Des questions? Pas de questions, qui votent pour?
Merci. Adopté. Nous passons à la page 31, chapitre 021, le virement. Alors voici. Oui, qui n'a pas changé, hein, 2 199 217. Qui résulte d'un simple calcul mécanique. Je le précise à toutes fins utiles. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà, je n'ai pas réussi à convaincre, je le regrette. Alors, le chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, 1400 €. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Merci. Adopté. Eh bien, mes chers collègues, nous voici au bout de l'examen de ce budget supplémentaire. Écoutez, je vous propose, je ne sais jamais si formellement on doit le faire ou pas, l'adopter dans son ensemble. Non, a priori. Oui, si, Ouais, ça rassure l'administration. Bon, alors, on va soumettre au vote dans l'ensemble, après l'avoir voté par chapitre, et tous les chapitres ont été adoptés, mais pour autant, je vous propose d'adopter ce budget supplémentaire. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Il est donc adopté. Voilà, donc nous allons pouvoir passer à la délibération numéro 5, les admissions en non-valeur. Oui, alors, notre comptable public a proposé l'admission en non-valeur d'un certain nombre de recettes détenues par la commune sur des débiteurs dont l'insolvabilité est certaine. Ces admissions en non-valeur correspondent principalement à des factures périscolaires, mais qui datent sur un certain nombre d'années, de 2010 à 2021, et l'addition quand même est de 44 239,77 €. 329. 329, exact. Voilà. On n'a pas le choix. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Merci. Adopté. La délibération numéro 6, les créances éteintes. Alors, bref rappel, les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement, mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique. Et donc, suite par exemple à un jugement de liquidation, et la somme est de 1 292,43 €. Là aussi, on prend acte. Qui vote pour? Merci à l'unanimité. La délibération numéro 7, la constitution et reprise de provisions pour dépréciation des comptes de tiers. Mais un certain nombre de redevables de la commune font l'objet d'une procédure collective. Dès lors, il est nécessaire de constituer une provision pour dépréciation des comptes de tiers. Et ce montant est de 1 328,67 €. Et quand la commune n'est plus exposée à ce risque, ou que le risque s'est réalisé, elle doit procéder à la reprise de ses provisions. Et là, le montant est de 17 423,26 €, mais comme je vous ai dit, les 1700 ont été perçus déjà. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. La délibération numéro 8, la garantie d'emprunt accordée à 3F pour l'acquisition de 29 logements, 6-10 allée Olivier. Oui, en effet, pour la maudite somme, il réalise 7 emprunts à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 4 045 000. Et en contrepartie de notre caution, eh bien, nous avons 6 logements qui seront réservés au titre du contingent municipal. Alors, réservé, oui, mais vous savez que... Alors, oui, pour la première attribution, au moment où les logements sont livrés, les appartements en question seront bien réservés par la ville, mais vous savez que la loi nous impose désormais, ça fait l'objet du travail de la conférence intercommunale sur le logement, la loi impose ensuite que les services de l'État, les services des collectivités locales, Action Logement et les bailleurs sociaux travaillent maintenant non plus en stock, à
à partir des appartements qui ont été réservés, mais en flux selon les appartements qui sont libérés lors du déménagement ou de la fin de bail des locataires. Voilà, donc ce qui est une belle usine à gaz que la loi impose de mettre en place. Donc le PT Grand Paris Grand Est, cet après-midi, sous la présidence de Madame la préfète Gabi Guettet-Deschamps, a, j'allais dire, arrêté sa charte qui va lui permettre de gérer maintenant l'attribution des logements en flux, en espérant, et on le verra au bout d'un an, que la ville retrouve le nombre de logements qui lui étaient destinés précédemment. Voilà, tout ça est une usine à gaz de première catégorie. Moi, je demande à voir pour être convaincu que nous n'y perdrons pas. Je ferme cette parenthèse. Parce que nous prenons le risque. Comment ? Nous prenons le risque initialement, au départ. Alors, oui, mais la loi dit que les réservataires doivent retrouver en flux la même proportion de logements que ce que représentent les réservations. Donc, mais là, on va dépendre effectivement d'une répartition entre tous les bailleurs qui ne dépendra plus, qui sera calculée au fil de l'eau dans l'année et qui ne dépend plus des logements réservés physiquement. Puisqu'aujourd'hui, si vous ressortez l'ensemble des délibérations que nous avons approuvées, vous pouvez savoir immeuble par immeuble quels sont les appartements réservés à la ville par typologie. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, chaque bailleur va comptabiliser dans l'année le nombre de logements libérés par les occupants, parce qu'ils déménagent par exemple, et c'est sur ce nombre d'appartements libérés que, à tour de rôle, seront attribués à chacun des réservataires des logements. Donc, nous n'avons plus de garantie sur la typologie des logements, nous n'avons plus de garantie sur leur localisation, et donc nous n'avons plus, en théorie, de garantie que sur le volume. Une usine à gaz, comme on est capable d'inventer en France, je vous assure que tout le monde s'inquiète. Et donc rendez-vous dans un an pour voir comment les choses seront mises en œuvre. Voilà. Alors j'en reviens à cette délibération. Qui est pour ? À l'unanimité adoptée. La délibération numéro 9, une subvention complémentaire dont Serge Carvelet vous a déjà parlé pour le CCAS. Oui, de 20 000 €. Je vous rappelle que la subvention BP est de 810 000 €, donc on ajoute 20 000 € à ces 810 000 €. Des questions ? Pas de questions. Qui vote pour ? Adopté. L'ouverture d'une ligne de trésorerie par le CCAS. Alors, ce n'est pas une nouveauté, hein, le CCAS a déjà une ligne de trésorerie, c'est tout simplement une remise en concurrence auprès des établissements. D'ailleurs, il n'y a pas foule, hein. Un seul établissement a répondu. La ligne de trésorerie souhaitée de 500 000 €, on l'utilise dans l'année plusieurs fois. Donc ce n'est pas un luxe d'avoir cette ligne de trésorerie. Je crois que le taux proposé est de 4%. Des questions ? Pas de questions. Qui vote pour ? Merci. Adopté. La délibération numéro 11. Alors, il s'agit du remboursement de la consignation pour l'expertise médicale à M. Chawan, qui est un agent de la police municipale, pour lequel il a été demandé la protection fonctionnelle. Il nous faut une délibération pour lui rembourser ces 1 000 € dans le cadre d'une procédure contre la personne qui l'a blessé. Des questions ? Pas de questions. Qui vote pour ? À l'unanimité. La délibération suivante. Alors là aussi, il s'agit de permettre l'indemnisation exceptionnelle des frais encourus par les agents lors des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet. Je ne reviens pas sur ces événements, mais je vous rappelle, vous le savez, que beaucoup d'agents ont été mobilisés en dehors des heures de travail la journée, et notamment pour certains très tard le soir. Il leur a été impossible de rentrer, alors soit parce que les transports en commun ne fonctionnaient plus de toutes les manières, ou alors parce qu'il était bien plus tard que l'heure du dernier bus ou du dernier métro,
Et en conséquence, la trésorerie nous a demandé de délibérer sur le sujet, tout comme la délibération inclut le remboursement à un agent des dégradations que son véhicule a subies alors qu'il était stationné à côté du poste de police municipale la fameuse nuit où il a fallu aller en urgence récupérer tout le monde dans cette enceinte. Voilà. Des questions, Monsieur Schleck? Oui, merci. J'ai pas eu le temps de poser la question concernant l'état de santé du brigadier chef qui a été blessé. C'est la délibération précédente. Ça n'a pas été trop grave. Je pense qu'on n'a pas évoqué. Non, mais bon, voilà. Il s'est rétabli. Voilà. Il travaille. Mais il a été à nouveau, de manière beaucoup moins grave, la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, à nouveau victime de violence à un autre degré. Hein. Mais en tous les cas, tout cela pour dire que la police municipale, ça n'est pas un métier de tourpeau. Non, en fait, si vous permettez Sans rentrer dans le détail, évidemment, il faut rester discret sur les personnes, mais nous voulions bien sûr saluer le travail qui a été fait par les policiers municipaux et par d'autres personnes lors de ces événements qui ont bouleversé tous les pavillonnais. Voilà, c'était le sens de l'observation. Oui, le premier dossier, ça n'était pas dans le cadre des émeutes. C'est pour ça que je ne comprenais pas bien. Voilà, c'était autre chose. C'est le tout venant de la vie du policier municipal. On peut dire les choses ainsi. Donc je mets en voie cette délibération. Qui vote pour? Merci. À l'unanimité. Convention avec la métropole du Grand Paris au titre du Fonds d'investissement métropolitain dans le cadre de la plantation de 44 arbres rue Jeanne et Georges. Sabrina Sayek. Oui, merci Monsieur le maire. Le bureau de la métropole du Grand Paris nous accorde une subvention d'un montant de 15 188 € pour des plantations d'arbres à les Georges et Jeanne. 44 arbres qui seront plantés au début de l'année 2024. Et donc, c'est assez classique, on signe une convention de financement. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? À l'unanimité. La délibération numéro 14, la convention avec la MGP, toujours. C'est dans toujours le cadre du projet Wesley Forfrey, on en a parlé. Alors voilà, toujours la métropole du Grand Paris qui là nous accorde une subvention plus importante de 27 545 € pour l'aménagement paysager de la place Wesley Forfrey. Voilà. Et on les remercie d'ailleurs. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Adopter la délibération suivante, numéro 15, attribution d'une subvention exceptionnelle à la PJC, reversement du bonus territoire pour l'année 2022. Annie Gartner. Moi, je lis Annie Gartner, et d'ailleurs, comme il s'agit des crèches, c'est assez logique. Non, Je suis allé trop vite. Non, c'est bon, c'est moi qui ai raison. Ah, et nous, sur notre tablette, c'est film 2000. C'est la délibération numéro 15. Bon, on est d'accord. Le titre, attribution d'une subvention exceptionnelle à la PJC, reversement du bonus territoire 2022. Écoutez, ou alors... Non. La 14, c'était la MGP Wesley Forfrey. Bon, on est d'accord. La 15, c'est la PJC bonus territoire. Oui. Bon, l'administration vérifie parce que je sais quoi vous dire. Enfin, si vous prenez l'ordre du jour que vous avez reçu, j'ai raison. Après, l'ordre... prend sur la tablette. Voilà, mais il faut croire le maire. La tablette, c'est accessoire. Bon, écoutez, il s'agit bien du bonus territoire. Sans aucune importance. Et du LAP, et c'est donc Annie Gartner qui nous en parle. Merci Monsieur le maire.
Donc la ville a signé une convention avec la CAF le 22 novembre 2022 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Cette convention a pour but de permettre à la ville de percevoir une aide au fonctionnement sous forme de bonus territoire dans le but d'assurer les paiements des prestations pour le financement d'actions en direction des jeunes pavillonnais de 0 à 17 ans. Et cette subvention concerne l'ensemble des structures du territoire, y compris les associations. Ainsi, la PJC dispose d'un lieu d'accueil, d'un LAP, ainsi que d'une structure d'accueil des adolescents, et ces deux structures sont éligibles au bonus territoire. Et en raison de la signature tardive de cette convention, le bonus 2022 a été versé à la ville par la CAF. Donc à la demande de la CAF, cette subvention va être reversée à la PJC sous forme d'une subvention exceptionnelle de 2079,81 €. Voilà, des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Adopté. Donc la délibération numéro 16, alors effectivement l'administration me confirme que sur vos tablettes, c'est inversé, mais l'ordre du jour que vous avez reçu, c'est l'ordre de délibération que je vous présente. Alors, la numéro 16, subvention exceptionnelle toujours à la PJC dans le cadre de l'accueil d'un volontaire européen. Geneviève Simonet. Merci, monsieur le maire. La commune a déjà participé au programme de service volontaire européen. En effet, le service des sports a accueilli un volontaire chaque année entre 2014 et 2017. Le Corps européen de solidarité a pris la suite de ce service. La bibliothèque souhaite relancer cette initiative et accueillir un volontaire européen. Je vous signale que ce volontaire européen est arrivé le 19 septembre. C'est une petite Géorgienne de 21 ans qui va renforcer l'équipe de la bibliothèque. Donc dans ce cadre, la PJC hébergera le volontaire. Aussi, les frais d'accueil supportés par la PJC étant supérieure à la subvention versée par l'Europe, la PJC sollicite une subvention exceptionnelle de 200 € par mois pour la période allant de septembre à décembre 2023, soit un montant total de 800 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € à la PJC, correspondant aux frais d'hébergement pour la période allant de septembre à décembre 2023 pour l'accueil du volontaire européen. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Adopté. Numéro 17, signature de l'avenant numéro 1 à la convention évolutive et de moyens avec l'Espace des Arts. Alors, tout simplement, l'Espace des Arts souhaite exploiter le bar qui se trouve à l'étage, juste au-dessus de l'accueil, et en fait souhaite également le mettre à disposition d'une société qui va effectivement, lors des entractes, pouvoir vendre des produits. Et donc, nous avons besoin d'autoriser l'Espace des Arts à faire cela. Des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Adopté. La signature d'une convention de partenariat avec l'association Femmes Fortes pour la mise en place à titre gratuit d'ateliers d'écriture au sein de la bibliothèque. Geneviève Simonet. Merci, monsieur le maire. Au terme de l'article L310-1A du Code du patrimoine, les bibliothèques des collectivités territoriales ont notamment pour mission de favoriser le développement de la lecture. Un partenariat entre la commune et l'association Femmes Fortes permettra la mise en place d'ateliers d'écriture au sein de la bibliothèque et s'inscriront dans le cadre de cette mission. Ces ateliers d'écriture seront menés par l'association Femmes Fortes à la bibliothèque. Ils seront gratuits et ouverts à tous. 2 fois par mois, ils pourront accueillir entre 5 et 8 participants. En principe, ça pourrait être le samedi à 15 h à la condition qu'il n'y ait pas d'animation, ou le mardi à partir de 16 h. Ce partenariat représente de nombreux avantages pour la bibliothèque, entre autres celui de compléter l'offre d'activités culturelles et artistiques à destination des adultes proposées par la bibliothèque. Présentation
des rentrées littéraires, clubs lecture, conférences, dictées. Il s'avère donc nécessaire de conclure une convention entre la commune des Pavillons-sous-Bois et l'association Femmes Fortes pour permettre la mise en place des ateliers d'écriture à titre gratuit au sein de la bibliothèque. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et tous les actes y afférents. Merci. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, numéro 19, l'avis sur le plan local d'urbanisme intercommunal tel qu'arrêté le 11 juillet 2023 par le PT Grand Paris Grand Est. Patrick Sardat. Merci Monsieur le maire. Donc c'est une approbation de ce plan d'urbanisme avec quelques demandes que je vais expliquer longuement en commission. Les deux plus complexes sont dans votre dossier avec des plans pour voir l'exactitude de ce que l'on demande. Mais ce sont des demandes relativement minimes. C'était juste des petites corrections qui n'avaient pas été prises en compte malgré nos réunions. Alors, ce que l'on peut dire de cette procédure d'élaboration du PLUI, nous sommes à une étape intermédiaire. L'ensemble des conseils municipaux des 14 communes ont été saisis pour formuler un avis. À partir du moment où cet avis a été rendu, il y a deux cas de figure. Soit il n'y a que des réserves mineures exprimées par les communes, c'est le cas ici. En fait, comme l'a rappelé Patrick Sardat, il y a quelques petites choses qui n'ont pas été intégrées, erreurs de l'administration, ou bon, enfin, peu importe. Soit une ou plusieurs communes ont des réserves plus importantes. Il semblerait que ça soit le cas, notamment pour la commune de Gournay, et peut-être pour d'autres. Ce qui signifie que le PT va devoir choisir entre deux options. La première, c'est faire redélibérer le conseil de territoire qui, à ce moment-là, à la majorité qualifiée des 2/3, devra confirmer le document qu'il avait proposé. Soit alors, on fait un peu machine arrière et on intègre les modifications demandées par les communes qui ont émis des réserves. Il semble que nous allons être dans ce cas-là, ce qui veut dire que nous aurons à nouveau à délibérer d'ici la fin de l'année pour arrêter le PLU et permettre à l'enquête publique de se poursuivre. Voilà. Donc il y a un petit retard dans le processus. Bon, on peut le regretter parce que c'est vrai que ça allonge les délais. C'était probablement évitable, mais ça n'a pas pu être évité. Donc nous allons devoir, j'allais dire, en assumer les conséquences. Enfin, je dis nous, pas la ville des Pavillons-sous-Bois en particulier, hein, les 14 communes de l'EPT, qui au lieu d'avoir un PLUI opérationnel à l'été prochain, on visait le mois de juin ou le mois de juillet 2024, probablement que tout ça sera reporté à l'automne, à peu près au mois d'octobre, dans un an, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y aura des petites modifications en ce qui nous concerne? Ils vont tout à fait intégrer ce qu'on a demandé là, mais ça ne pose pas de problème juridiquement. Le problème, ce sont les grosses modifications, notamment celles demandées par la ville de Gournay. Voilà. Où là, manifestement, il y a eu un raté entre les services de l'EPT et ceux de la ville de Gournay, et sur des points importants, et donc le maire de Gournay n'a pas pu faire autrement que d'émettre des réserves, et là, on entre effectivement dans un autre processus. En tous les cas, avec un choix à faire. Voilà. Des questions? Pas de questions, je mets au voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. La délibération suivante, alors elle est retirée, il s'agissait d'incorporer un bien 8 rue Georges. Nous pensions être au bout de la procédure et malheureusement on verra, mais la trésorerie a émis des réserves, considérant peut-être qu'il y avait un propriétaire à ce que nous pensons être un bien vacant sans maître. Ou en tous les cas, s'il n'y a pas de propriétaire, quelqu'un aurait dû payer les impôts locaux. Enfin, bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un doute. Donc, plutôt que d'incorporer un bien à
alors qu'il y a un désaccord avec l'administration fiscale, nous allons régler ce désaccord et nous verrons si nous pouvons intégrer ce bien. La délibération 21, alors là, c'est un bien pour lequel il n'y a plus de doute, au 19 allée de l'émancipation. Intégration dans le domaine privé de la commune. Patrick Sardin. Oui, donc la 21 et la 22, c'est deux incorporations que l'on prend dans le domaine privé. Le 19 et le 19 allée de l'émancipation et le 7-9 allée des Mésanges. C'est deux problèmes identiques. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour la délibération 21 tout d'abord? Merci. Qui vote contre? Deux votes. Pour, à l'unanimité. D'accord. Et la délibération numéro 22 sur le 7-9 à les Mésanges, qui vote pour? Donc à l'unanimité aussi, alors? D'accord, ok. J'ai compris, c'est le principal. La délibération numéro 23, l'abrogation de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble 6-4 allée Daniel Casanova, angle allée Marie-Thérèse et Prévoyance. Il n'y a plus d'immeuble, donc il faut en tirer les conséquences. Patrick, ça. Nous avons démoli la copropriété, donc le règlement tombe. Voilà. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci. La délibération numéro 24, l'autorisation de dépôt d'une demande de permis d'aménager sur les parcelles communales. Vous avez les numéros des parcelles. Concernant le dévoiement de l'avenue Jean Jaurès et l'aménagement de la place Carmontel. Voilà, c'est autoriser le département à déposer un permis d'aménagement sur des propriétés communales, c'est pour ça qu'on leur donne l'autorisation. Des questions? Alors je rappelle que ces travaux ont débuté, ils causent effectivement un certain nombre de problèmes de circulation sur l'avenue Jean Jaurès, et malheureusement, difficile de faire autrement. Je rappelle que tout cela a pour but de faire en sorte que l'avenue Jean Jaurès ne passe plus entre les deux pavillons de gare, on en reparlera tout à l'heure. Et donc il va falloir effectivement pendant un certain temps faire avec ces perturbations de circulation. Des questions? Pas de questions. Qui vote pour? À l'unanimité, adopté. Alors, l'autorisation de dépôt d'un permis de construire sur les parcelles cadastrales 53 et 54 au 6-10 à Daniel Casanova, angle allée de la Prévoyance, au pavillon sous bois. Patrick Sardin. Oui, c'est autoriser les médecins qui ont un projet de cabinet médical de déposer un permis de construire sur une propriété qu'ils n'ont pas encore acquérie. Donc, À eux, mais à qui? Alors ça, c'est un dossier extrêmement important. Je vous avais annoncé il y a quelque temps que nous avions le projet d'installer non pas un simple cabinet médical, mais une vraie maison de santé à La Fourche, dans le quartier de La Fourche. Il nous a fallu quelques mois, j'allais dire de longs mois, mais au bout du compte, on pourra se féliciter d'avoir sorti ce projet en assez peu de temps. Alors, on en est au stade du dépôt du permis de construire, c'est clair. Il y a encore du travail avant que l'inauguration de cette maison de santé se fasse, mais nous sommes parvenus, en discutant avec les médecins qui portent le projet, mais surtout avec les services de l'ABF, architecte des bâtiments de France, et ça n'a pas été une mince affaire. Et je remercie d'ailleurs monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir en quelque sorte joué les intermédiaires entre la ville, je vais dire la ville, et eux, et les ABF, pour que nous puissions effectivement parvenir à un accord. Et donc, l'accord a été trouvé sur la forme architecturale, sur les matériaux, etc. Et donc, les médecins vont pouvoir déposer leur permis de construire, ce qui nous amènera, une fois que le permis aura été accordé et purgé de cours des tiers, à vendre le terrain à ces médecins qui vont y installer une maison de santé qui est une maison de grande importance puisqu'elle permettra d'accueillir au moins une douzaine de médecins plus un cabinet d'imagerie médicale. Là, il revient aux médecins de demander les autorisations, mais dans tous les cas, nous allons avoir une maison de santé
pluridisciplinaire digne de ce nom à la Fourche. Voilà, donc nous autorisons ces médecins à déposer le permis de construire et derrière nous ferons le plus vite possible pour qu'ils obtiennent ensuite l'autorisation de construire, les subventions de l'ARS, de la région, etc. Et j'espère que ce projet sortira de terre, allez, on va dire dans les 24 mois qui viennent, hein, parce que c'est à peu près ce qu'il faut comme délai. Mais étant donné ce qu'est la démographie médicale dans notre ville, comme dans ce département, et comme dans toute la région Île-de-France, pour ne pas dire comme dans la France entière, voilà un projet très intéressant, pas seulement pour le quartier de la Fourche, mais pour toute la ville des Pavillons-sous-Bois, puisque nous allons retrouver des médecins généralistes, des spécialistes et peut-être même un cabinet d'imagerie. Voilà, mes chers collègues, je suis très heureux que ce projet ait pu aboutir dans des délais jusqu'à présent courts. Des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui vote pour? À l'unanimité. Ensuite, une convention particulière pour la création, l'entretien et l'exploitation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques au 98 avenue du Président Wilson. Je vais rapporter la libération en l'absence de Marc Chujol. Bon, ce sont des bornes de recharge électrique qui existent, qui appartiennent au CIGEF. Vous en avez deux sur la place devant la mairie, mais vous en avez aussi sur l'avenue du Président Wilson. Et je pense qu'il s'avère que nous n'avions pas, comme sur la place de Libération, mais pour Wilson, nous n'avions pas fait toutes les démarches administratives. Ça n'emporte aucune conséquence, c'est de la régularisation. Et financièrement, quel coût pour la vie? Voilà, oui, ces installations sont faites à titre gratuit pour la commune, je le rappelle. Voilà, des questions? Pas de questions? Qui vote pour? Adopter. La délibération suivante, la convention relative au transfert de propriété des équipements statiques de signalisation lumineuse tricolore des carrefours traversés par le T4 et remboursement par les SNCF des frais engagés par la commune. Alors voilà, et c'est la règle, nous ne pouvons pas faire autrement, c'est la ville qui va assumer l'entretien des feux tricolores au carrefour du T4, notamment, je pense à celui avec le débranchement, bien sûr, à Gargan, parce qu'il y a une dizaine de feux. Alors il y a une partie qui sont sur le trottoir d'Ivry, mais la plus grosse partie sont au Pavillon-sous-Bois. Et c'est donc la ville qui va en assumer la maintenance. Mais dans ce cadre-là, SNCF Réseau s'engage à verser à la somme de 15 836,64 € hors taxes, non actualisables et non révisables à la ville des Pavillons-sous-Bois. Voilà. Pourquoi tout ça est-il non révisable? C'est une bonne question. Ah oui, parce que ça va faire que la commune, donc... Je sais bien, mais c'est comme la DGF de l'État. Tout augmente sauf la DGF de l'État. Il faut dire que le pass Navigo non plus n'augmente pas. Et là, oui, enfin là, ça n'a pas grand-chose à voir. On va pas tout mélanger. Non. Voilà. Des questions, Monsieur Denis? Oui, je profite du fait qu'on parle du T4 pour signaler que je trouve que le bruit demeure sur l'ensemble de la ligne même, et pas simplement à certains endroits comme la gare de Gargan. Il y a un bon nombre d'endroits sur la ligne qui demeurent, et ailleurs. Ailleurs aussi. La SNCF nous a un peu vendu, le réseau ferré nous a un peu vendu du rêve. Alors, ils ont dit, on fait des efforts. Pas dire le contraire, puisqu'ils ont fait installer sur les rames des dispositifs qui viennent effectivement déposer de l'huile sur les roues. Bon, ceci étant dit, ça a donné quelques résultats, mais ça n'a pas réglé complètement le problème. On pouvait penser, peut-être à tort d'ailleurs techniquement, qu'au fil du temps, l'usure des rails dans le virage permettrait d'atténuer le bruit. Je n'en suis même pas convaincu. Voilà, ce débranchement du T4 aura été une très grande réussite à tout point de vue, technique, sécurité, l'urbanisme, tout est au top avec cette formidable réalisation. Voilà, je pense qu'un TZN3 ou l'équivalent qui serait monté là-haut, ça aurait coûté moitié moins cher, ça aurait été réalisé en 2 fois moins de temps et on aurait eu beaucoup moins d'ennuis. Mais ça, effectivement, c'est trop tard depuis longtemps. Oui, les pas de caténaire, etc. Oui, on est à Londres.
Voilà. Ceci étant dit, j'en reviens à la délibération. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, il n'y en a même pas du tout. Qui vote pour? À l'unanimité. Ensuite, la charte d'engagement tripartite entre la commune, le CIGEF et GRDF pour la réalisation des travaux de modernisation du réseau de gaz lors du premier plan pluriannuel d'investissement entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027. Serge Carbonel. Oui, merci monsieur le maire. Pour ceux qui nous écoutent, comme vous le savez, la commune est adhérente au CIGEF, qui est un syndicat intercommunal du gaz et de l'électricité en Île-de-France, le statut de PCI, l'établissement public. Alors, très heureux de cette charte, dans la mesure où le CIGEF réclamait la modernisation de la concession. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine de villes en Île-de-France qui ont un réseau de conductibles le plus important, en pourcentage, par rapport au polyéthylène, qui est la nouvelle technique employée et beaucoup plus performante. Donc on se réjouit de ce contrat, de cette charte, puisqu'il y a 28 km, un peu plus de 28 km à changer. Ça va se faire par tronçon de 5 années, de 23 à 27. Les travaux commenceront, et certains ont déjà un petit peu commencé, de deux manières. Il y a deux typologies de travaux, soit par tubage, et ça sera la majorité des cas, ce qui veut dire que des tuyaux de polyéthylène seront induits dans les fourreaux actuels existants, ce qui, bien évidemment, il y aura beaucoup moins de nuisances, et puis c'est une double sécurité. Et quand ça ne sera pas possible, eh bien, à ce moment-là, il y aura ouverture en tranchée pour permettre de poser les canalisations en polyéthylène. En même temps, ça va permettre, comme je le disais, de passer de la basse pression à la moyenne pression, ce qui donne beaucoup plus de sécurité. Et dans un avenir moyen et même relativement proche, ces ouvrages permettront d'utiliser les nouvelles techniques de gaz renouvelable et peut-être dans un dernier temps de se servir de l'hydrogène, ce qui pour l'avenir est quand même relativement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût pour la ville est totalement gratuit, c'est le GRDF qui prend les sommes à son compte. Alors il y a un plan d'un certain nombre de tronçons qui sont prévus. La population, bien évidemment, sera informée. Il y aura une campagne de sensibilisation et de communication pour ces travaux qui sont importants et qui apporteront plus de fiabilité et de sécurité sur le réseau. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Merci, adopté. Enfin, l'attribution de prestations d'action sociale au bénéfice des agents communaux. Alors, c'est une délibération qui récapitule ce qui existe et ce que fait la ville à la demande de la trésorerie publique. Donc, il n'y a pas, à l'exception près, de nouveautés, mais nous avons remis noir sur blanc la totalité des avantages que la ville procure aux agents de la ville, si ce n'est que la différence, c'est que nous avons élargi l'accessibilité à ces prestations prochain, à partir de la délibération. Tout agent qui sera là depuis plus de 6 mois pourra en bénéficier. Alors qu'avant, pour ceux qui étaient contractuels, selon qu'ils étaient renouvelés tous les ans ou tous les 6 mois, il y avait des gens qui pouvaient ne pas y avoir accès. Donc là, on a uniquement fixé une condition de durée de présence au sein de la collectivité, et pour le reste, nous avons récapitulé tout ce qui existe, donc les colonies de vacances avec hébergement, les centres de loisirs sans hébergement. Je ne rentre pas dans le détail, vous l'avez là,
les séjours mis en œuvre dans le cadre du système éducatif, donc les classes de découverte, mais également les aides aux enfants handicapés, la fête de fin d'année pour le personnel, la restauration scolaire. Donc on a récapitulé l'ensemble de ces prestations pour qu'il n'y ait plus, qu'il n'y ait pas, avec la trésorerie de Bondy, de contestation possible sur l'une ou l'autre. Des questions? Non. Je mets au voie cette délibération. Qui vote pour? À l'unanimité. Adopté. Il me reste 2 questions diverses. La première, est-il prévu de recueillir l'avis des pavillonnaires à propos du projet de cession des pavillons de garde au conseil départemental? Je vais revenir sur ce dossier parce que, d'abord, tout simplement pour dire que lorsque les services du département nous auront transmis le projet de convention, bien évidemment, elle sera soumise à la commission urbanisme. Je lis aussi ou là qu'on a décidé de vendre les pavillons de garde presque en catimini, quoi. Sans que la commission urbanisme ou que le conseil municipal en délibère. Évidemment, c'est impossible. C'est impossible. Donc, ce conseil et la commission seront saisis. Hein. On ne peut pas me reprocher, parfois, peut-être d'informer tard le conseil des projets de la ville, et puis, par ailleurs, me reprocher de vous informer trop tôt. Oui, effectivement, il y a le projet entre la commune et le département de ce transfert de propriété, et je vais revenir sur les raisons quand même, parce que pas une lubie qui m'est passée par la tête. Donc je vous en avais informé il y a déjà un certain nombre de mois. J'en ai parlé en réunion de quartier, pas dans toutes les réunions de quartier, mais j'en ai parlé dans les réunions de quartier. Voilà, le projet est sur la table. Donc il n'y a pas de... Il n'y a rien qui soit caché dans tout ça. Maintenant, pourquoi nous le faisons? D'abord, je rappelle que ces pavillons de garde sont un bien public et resteront un bien public. Ça ne sera plus les communes, ça sera le département. Ils sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques, ils resteront inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Rien ne changera de ce point de vue-là, et le département les mettra à la disposition de la commune si nous voulons y organiser pour les journées du patrimoine, une manifestation, ou d'autres, si tant est qu'il y ait des propositions dans ce domaine-là, il n'y en aurait quasiment jamais eu. Donc cela, ça ne changera strictement rien. Par contre, qu'est-ce qui va changer? Et là, je vais remonter un peu dans le passé. Je rappellerai quand même que depuis 1995, la ville des Pavillons-sous-Bois a investi des sommes très importantes pour sauver ce patrimoine. Il a fallu terminer les acquisitions foncières, et ça n'a pas été une mince affaire, on pourra faire le total d'ailleurs, demander à l'administration de faire de l'archéologie administrative et de ressortir des délibérations, mais il a fallu faire l'acquisition, notamment pour le 2e pavillon. Souvenez-vous, il était complètement enclavé. Il a fallu acheter toutes ses propriétés. Nous avons rénové le 1er pavillon une première fois, nous avons rénové le 2e pavillon, nous avons rénové le 1er pavillon une 2e fois suite au sinistre. Donc au total, la ville des Pavillons-sous-Bois a consacré des sommes très importantes pour sauver ce patrimoine. C'est fait. Maintenant, pour le préserver le plus possible, avant qu'un jour il ne faille à nouveau le restaurer, ça viendra, il faut effectivement assurer le dévoiement de l'avenue Jean Jaurès et ensuite l'aménagement de la place Carmontel autour. Voilà. Et bien voyez-vous, à partir du moment où ces pavillons resteront au Pavillons-sous-Bois, à partir du moment où ils sont un bien public et resteront un bien public, à partir du moment où ils sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques et ils resteront inscrits à l'inventaire des monuments historiques, et à partir du moment où nous pourrons y organiser, comme aujourd'hui, des manifestations provisoires, eh bien oui, je vous proposerai le transfert de propriété au département qui en assumera à la charge l'avenir, enfin l'entretien, et surtout les coûts d'entretien, et surtout, en l'échange de ce transfert, le département va aménager la place Carmontel pour un coût qui va avoisiner ou dépasser les 1,2 million d'euros, puisque je vous l'avais dit, l'architecte des bâtiments de France, sur un projet qui au départ valait 7 ou 800 000 euros, on était arrivé à un chiffrage qui dépassait le million, et avec l'explosion de l'inflation, on verra à l'arrivée, mais je pense que c'est plus d'1,2 million d'euros que le département va engager pour aménager la place et
j'allais dire, définitivement préserver ces pavillons. Voilà pourquoi nous le faisons. Et encore une fois, ça n'enlèvera rien à personne. Donc si ici, si quelqu'un ailleurs me trouve 1,2 million d'euros pour aménager la place et garder les pavillons dans le patrimoine communal, sachant que dans 15 ou 20 ans, il faudra à nouveau, j'allais dire, des rénovations lourdes, on peut peut-être regarder. Mais aujourd'hui, je ne vois pas. Et je vous l'avais dit d'ailleurs à l'époque, lorsque l'architecte des bâtiments de France avait allongé l'addition, je vous avais dit qu'il n'était pas question pour nous de monter à des sommes pareilles. Et donc c'est lors d'un échange avec le président du conseil départemental, où je suis allé lui demander au département de financer l'aménagement de la place. Il m'a répondu avec ses services que juridiquement c'était compliqué parce que la place n'est pas un espace de voirie départementale, et d'autant moins à partir du moment où Jean Jaurès va passer à côté. Et c'est à partir de ce moment-là que l'idée est venue d'un transfert de propriété. Et dans ce cadre-là, juridiquement, le département peut aménager la place. Voilà, c'est complètement transparent. Et ça ne changera rien pour la ville des Pavillons-sous-Bois. Alors certains peuvent s'arc-bouter en disant les pavillons, les pavillons, les pavillons. Les pavillons, ils vont rester là. Et ça ne changera strictement rien. Et nous aurons en plus le plaisir, enfin, de voir aboutir ce projet de très très longue haleine, puisqu'il y a peut-être bien une trentaine d'années qu'on parle de les remettre en valeur et d'en assurer la pérennité. Donc voilà ce qui va se passer. Donc une fois que le département nous aura transmis la convention, eh bien la commission urbanisme en débattra, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. J'en parlerai si le dossier nous est parvenu pendant les prochaines réunions de quartier du mois de novembre, et puis le conseil municipal en délibérera. Voilà, il n'y a rien de plus transparent que tout cela. Maintenant, je le redis, à tous ceux qui d'un côté se plaignent de l'augmentation de 5% du taux de la taxe foncière et qui de l'autre côté trouvent que de transférer ce patrimoine avec ce qu'il emporte de conséquences positives pour le budget de la commune, je trouve qu'à un moment, il faut être cohérent, quoi. Où on fait le constat tous ensemble que les temps sont extrêmement difficiles, et notamment pour une commune comme la nôtre, et on saisit les opportunités qui se présentent, et là, oui, il y a une opportunité qui se présente. Alors après, on peut être pour, on peut être contre, mais en tous les cas, c'est bien ce que j'ai l'intention de proposer à ce conseil municipal. Voilà, je ferme cette parenthèse. Quel est votre projet d'aménagement du terrain cédé par le STIF? Écoutez, on en a parlé la fois dernière, on ne va pas recommencer. Ce terrain, enfin, quand on me demande pour quelle destination collective, je vous avais proposé la dernière fois d'aller voir sur place. Je pense que vous l'avez fait. Vous avez vu comment ce terrain est enclavé entre les deux propriétés de chaque côté. Je ne sais pas très bien ce que vous entendez par un espace destination collective. Honnêtement, je ne sais pas. Dans l'état où il est, pour la surface qu'il représente, je ne sais pas. Et peut-être que vous pourrez préciser votre pensée. Voilà, je termine en vous informant de deux choses. La première, la commission d'appel d'offres a été réunie en urgence à 19h, parce que l'entreprise Normapro, qui, par contrat et suite à appel d'offres, fournit à la ville les denrées alimentaires qui nous permettent de cuisiner les repas dans les restaurants scolaires. Cette entreprise a été mise en redressement judiciaire le 14 septembre dernier. Il n'y a que 2 repreneurs qui, demain, déposeront à la barre du tribunal de commerce une proposition de reprise de l'entreprise Normapro. Nous avons rencontré ces 2 repreneurs qui n'ont juridiquement pas l'obligation de reprendre l'ensemble des contrats qui avaient été signés par Normapro. Donc nous les avons rencontrés pour voir dans quelles conditions ils accepteraient de reprendre les contrats de la ville. Eh bien écoutez, c'est simple, ça ne peut se solder que par une augmentation de 30% du prix du contrat. 30%. Le pourcentage est le même pour les 2 repreneurs. En fait, il a été calculé par les tenants de l'entreprise Normapro qui ont, j'allais dire, fait les comptes. Et donc, nous sommes aujourd'hui face à une interrogation. Oui ou non, les 2 repreneurs potentiels incluront-ils le contrat de la ville des Pavillons-sous-Bois mardi, c'est-à-dire demain? Si la réponse était non, ça veut dire que sous 15 jours, 3 semaines,
Nous n'avons plus de fournisseurs de denrées alimentaires pour les restaurants scolaires. Il va falloir que nous nous débrouillions. J'aime autant vous dire que ça serait alors un exercice particulièrement compliqué. Deuxième hypothèse, les deux repreneurs ont repris le contrat de la ville, auquel cas vous en connaissez la conséquence financière. L'autre hypothèse serait qu'un seul des deux ait repris le contrat et que ça ne soit pas celui qui serait désigné par le tribunal. Alors j'espère que nous nous trouverons dans le cas de figure où le contrat sera repris, ce qui va nous coûter à peu près 300 000 € par an. Donc quand j'additionnais tout à l'heure les mauvaises nouvelles en matière budgétaire, une nouvelle baisse de 300 000 € des droits de mutation, la taxe d'aménagement qui va baisser, les 300 000 € coût supplémentaire du contrat qui est là, les interrogations à peu près 150 000 € sur la taxe sur l'électricité, les amendes SRU qui devraient nous tomber sur le nez avant la fin de l'année pour à peu près 200 000 €. Voyez-vous, mes chers collègues, quand on additionne tout ça et quand on prend en considération que ce ne seront pas des dépenses d'une année, mais des dépenses récurrentes, ou des pertes de recettes récurrentes, au moins pour les 2 ou 3 prochaines années, vous voyez que se poser la question de savoir comment on peut essayer d'éviter de dépenser 1,2 million d'euros, ça n'est pas une petite affaire. Ça n'est pas une petite affaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore un mot pour vous dire que je veux ce soir avoir une pensée pour toutes les victimes de l'attaque terroriste qui a été perpétrée en Israël. Vous dire également que j'ai rencontré ce matin le commissaire de Bondy, qui a reçu des consignes effectivement du ministre de l'Intérieur pour assurer au mieux la sécurité des écoles confessionnelles et des lieux de culte, et que je me suis entretenu avec les responsables les uns des autres, et que nous faisons au mieux pour faire en sorte, et je l'espère, qu'il n'y ait pas, bien évidemment, qu'il n'y ait aucune répercussion en France, et qu'il n'y aura pas d'importation de ce conflit au Moyen-Orient. Voilà, je vous le dis à titre d'information, et j'espère que dans ce monde, la raison reviendra. Je m'arrête là pour ce soir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, et je vous donne rendez-vous le 20 novembre pour la prochaine réunion de ce conseil municipal.